Vous êtes sur Africa 24. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler du développement de l'Afrique en nous appuyant sur un ouvrage paru aux éditions Afredite. Il est intitulé « Repenser le développement à partir de l'Afrique ». Et pour cela, nous recevons un des co-auteurs de ce livre. Il s'appelle Guy Parfait-Songué. Il est politologue et enseignant à l'université de Douala. Guy Parfait-Songué, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Merci de me recevoir et bonjour à tous les téléspectateurs d'Africa 24. Je le disais, le titre de l'ouvrage auquel vous avez participé est intitulé « Repenser le développement à partir de l'Afrique ». N'est-ce pas utopique cela ? C'est tout ce qu'il y a de plus réaliste parce que jusqu'à présent, plus on a parlé aux Africains, aux pays sous-développement de développement, plus on les a enfoncés dans le sous-développement. Il est temps que le développement soit pensé par ceux qui ont le plus besoin de celui-ci et soit pensé en fonction des repères des Africains. Donc ça n'a rien d'utopique, c'est même ce qu'il y a de plus réaliste aujourd'hui. Alors, le développement avait été pensé à partir des autres et a été pensé à la place de l'Afrique. Vous dites maintenant qu'il faut faire le chemin inverse. Alors, comment cela peut se faire ? Fondamentalement, il n'y a pas de bataille idéologique à proprement parler. Tout part déjà des repères sur lesquels on doit s'appuyer. Beaucoup de pays en Afrique ont subi plutôt la perception que l'Occident a du développement. Or, cette perception, ces schèmes qui partent, n'est-ce pas, de l'Occident ne collent pas nécessairement au contexte africain. Je crois que fondamentalement, le premier problème part du fait que les Occidentaux, même s'ils étaient prouvés qu'ils ont une bonne intention en termes de développement en Afrique, n'ont pas pu étudier les relations entre l'État et la société. Et du moins, ils n'ont pas compris la construction des rapports entre État et société. Tout ce qu'ils ont eu à proposer comme solution était inadapté, inadéquat par rapport aux besoins des populations et beaucoup plus semblait harmonieux par rapport à la systémique qui est la leur, qui n'est pas correspondante à la nôtre. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui a été pensé et il fallait l'appliquer. Est-ce que ça a été mal pensé ou c'est ceux qui étaient chargés de l'appliquer qui ne l'ont pas bien fait ? Par rapport à ce que je viens de dire, et c'est ça malheureusement la réalité, de nombreux travaux le démontrent aujourd'hui, c'est que ça a été déjà mal pensé. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas apporter un développement comme si le modèle occidental correspond à l'Afrique. Il fallait penser un développement qui correspond aux besoins des populations africaines, à la manière dont les populations se sont construites, à la manière dont le rapport entre les sociétés et l'État se sont construits et à la manière dont l'interaction entre société et État s'est construite. Or, on a apporté un développement dans un environnement où déjà les responsabilités n'étaient pas bien définies, les rapports de force n'étaient pas bien définis, ni même bien étudiés, et les niveaux d'implication entre les différentes strates de la société n'étaient pas clarifiés. Mécaniquement, ça a créé du désordre, et ce désordre, c'est le sous-développement, c'est la misère aujourd'hui. Mais justement, qu'est-ce qui empêchait les populations africaines de penser leur propre développement? Il faudrait déjà partir du fait que les indépendances en Afrique, hein, pour beaucoup de pays d'Afrique francophone surtout, les indépendances sont une imposture. Une imposture parce que, de par la naissance, même les conditions dans lesquelles ces pays sont nés, il y a une duperie. L'indépendance a été dans pas mal de pays au fait, mais au fait avec un piège, avec un trucage dès le départ, c'est que l'on s'est arrangé à ce qu'elle ne soit pas possédée par ceux qui avaient pensé la liberté, pensé le développement depuis les repères africains. Donc à partir du moment où la base est fausse, à partir du moment où la fondation est fausse, tout le reste s'écroule. Mais si la base elle est fausse, les Africains mettront combien d'années, combien de siècles pour redresser la base justement? Il faudrait déjà qu'ils osent la différence, c'est-à-dire se décoloniser. Et se décoloniser, ce n'est pas d'abord une affaire d'infrastructure ou d'institution, c'est d'abord des relations avec les modes de pensée, les formes de langage, les représentations, les mises en scène et les pratiques qui vont avec. Il faudrait que les Africains comprennent qu'ils ne peuvent pas entrer en compétition s'ils ne partent pas déjà de leurs propres repères existentiels. On ne peut pas. Par exemple, la langue, quand on parle aujourd'hui de la langue ou de l'économie, c'est les schémas dirigés par les autres, orientés par les autres. On ne peut pas entrer en compétition si on ne part pas de nos propres schémas pour entrer, n'est-ce pas, dans la bataille qu'est la mondialisation. Je suis obligé d'intégrer cette logique parce qu'aujourd'hui, on ne peut même pas parler de développement en ignorant l'ordre du monde. Donc, à mon humble avis, tout part du fait que les populations puissent retrouver leurs propres repères historiques, identitaires, culturels et même reconstruire la relation à Dieu. C'est une toute autre affaire parce qu'il y a une déstructuration dont les peuples ont été victimes et qu'il faut corriger pour pouvoir relancer la machine. Les mêmes outils qui ont été utilisés pour déstructurer l'Afrique doivent être utilisés pour la reconstruire, mais avec un esprit différent, une vision différente. Dans le livre « Repenser le développement à partir de l'Afrique », vous avez écrit 2 articles. Il y en a un qui a été titulé « L'imposture des politiques de développement en Afrique entre illusions, faillites et besoin de refondation ». Pourquoi parlez-vous d'imposture? Parce qu'au fur et à mesure qu'on a lu les politiques de développement en Afrique, telles que prescrites par le FMI, la Banque mondiale et les pays dits développés,
plus on a lu, tous les économistes sont d'accord là-dessus, plus on a constaté que les pays auxquels on prescrivait des politiques de développement ne faisaient que s'enfoncer dans le sous-développement. En fait, mécaniquement, tout ce qui a été proposé comme développement en Afrique a été un développement du sous-développement. D'abord, c'est une imposture. De deux, plus on a proposé des solutions en Afrique, plus cela a permis d'enrichir l'Occident, donc d'appauvrir l'Afrique. Il y a des éléments, je prends un élément très simple qui est assez représentatif et qui est dans le livre. Lorsqu'on parle par exemple de l'aide publique au développement, je prends une année qui m'a marqué, 1999. Lorsque l'aide publique au développement atteint son plafond, cette année de 50 milliards, les services de la dette font monter de l'Afrique vers le Nord 300 milliards. Techniquement, vous ne pouvez pas dire que vous me donnez 50 milliards et moi 300 et c'est vous qui m'aidez. Il y a quand même un problème. Et tout ce que vous voyez comme schéma d'aide au développement ou d'appui au développement aide beaucoup plus les pays qui sont censés aider l'Afrique. C'est-à-dire qu'il faut repenser cette collaboration. En fait, à mon humble avis, je ne suis pas le seul à le penser, il n'y a pas de coopération entre le chat et la souris. Il y en a un qui mange l'autre. Mais il y a quelques années, il y a les politiques d'ajustement structurel qui étaient pensées pour l'Afrique, qui, disait-on, devraient permettre à ces pays de se redéployer sur le plan économique. Mais à la fin de compte, en fin de compte, on a constaté que ça n'a fait qu'enliser ces États. Mais aujourd'hui encore, on constate que ceux-là qui avaient pensé ces politiques d'ajustement structurel sont encore les meilleurs conseillers des politiques africaines aujourd'hui. C'est parce que beaucoup ne veulent pas rompre ces liens pervers, n'est-ce pas, qui sont établis entre les dirigeants, certains dirigeants africains et les occidentaux. Quand vous parlez des politiques d'ajustement structurel, elles ont échoué avec fracas, on est d'accord. Même chose pour les programmes PPTE. C'est une arnaque pure si vous allez l'étudier dans le fond. Mais personne ne veut attaquer le problème de manière très endettée. C'est une arnaque. Le principe du programme PPTE est de permettre aux pays qui sont déclarés, parce que ce n'est pas nécessairement les plus pauvres, déclarer les plus pauvres très endettés, de rester durablement encore dans la dette. C'est le vrai objectif. En fait, on donne un peu de souffle à quelqu'un qui est en train de si on éponge les dettes, comment vous le dites alors qu'on demeure encore dans la dette? En fait, il faut faire très attention à la communication occidentale sur les rapports à l'Afrique et particulièrement sur les questions de développement. En fait, la manière dont on présente la réalité cache le vrai principe, qui veut que quand on donne de la main droite, on est en train de prendre plus de la main gauche. C'est la réalité. Ça fait partie des mécanismes qui sont mis en route aujourd'hui. Il faudrait comprendre que l'Afrique ne peut pas évoluer tant que son économie, ses économies dépendent de l'économie du Nord. Par exemple, on devrait prioriser les rapports Sud-Sud sur les rapports Nord-Sud. Et on devrait avoir des économies qui sont beaucoup plus priorisées sur les besoins nationaux, les besoins sous-régionaux que sur les besoins nord-sud. Et tant qu'on ne réoriente pas nos économies, tant qu'on ne repense pas les rapports avec l'Occident, mais surtout les rapports avec les populations, on ne pourra pas décoller. Vous dites, je cite un passage de l'ouvrage, qu'hier on parlait de progrès dont le fondement passe nécessairement par la trajectoire suivie par les sociétés qui se sont précédemment engagées dans cette quête vers de meilleures conditions d'existence. Et vous concluez que de ce point de vue, il est évident que le futur de l'Afrique sous-développée serait nécessairement celui du passé de l'Europe industrialisée. Effectivement, ce n'est pas de moi, c'est un collègue que je cite à cet endroit qui justement démontre que cette approche est mauvaise. Il est très important aujourd'hui, je vais vous expliquer où se trouve le problème aujourd'hui pour la majeure partie des pays d'Afrique. Beaucoup de chefs d'État en Afrique se retrouvent dans un comportement schizophrénique parce qu'ils sont ballottés entre le besoin de légitimité à l'international pour les bailleurs de fonds qui donnent de l'argent à leur pays et le besoin de légitimité au niveau national et infra-étatique pour les différents niveaux de légitimité, que ce soit la tradition, la religion, le sentiment d'appartenance identitaire. Or, s'ils arrivaient à se détacher de cette dépendance à l'Occident qui fondamentalement n'est pas structurante du développement pensé depuis la nation, ils comprendraient où sont les priorités et fonceraient plus. Ils peuvent se démarquer dans la mesure où ces États n'arrivent même pas à boucler leur budget annuel eux-mêmes. Ils sont obligés de compter sur l'aide au développement, justement. L'aide publique au développement représente souvent 10% dans les budgets. Où vont les 90%? Quand vous avez des pays, certains pays où le budget est détourné à près de 70%, c'est pourquoi on a besoin d'aide. Fondamentalement, si on gérait bien le budget existant, si on avait une meilleure gestion du potentiel existant, dans beaucoup de pays en Afrique, on ne sait pas où va l'argent du pétrole, par exemple. En fait, il y a des ressources énormes, des ressources en termes de sol, sous-sol, ressources humaines qui sont mal utilisées ou bien qui sont utilisées beaucoup plus pour les pays occidentaux ou pour quelques individus. Si on réoriente la gestion de ces besoins, on n'a pas besoin d'aide pour fonctionner. Ce n'est pas les gens qui ont besoin d'aide qui se font piller depuis 500 ans. Ce n'est pas possible. C'est parce qu'en fait, nous sommes riches que l'on continue à nous piller. En réalité, on n'a pas besoin d'aide. Il faut mieux gérer le potentiel existant, mieux orienter la gestion de celui-ci.
Par exemple, dans les pays occidentaux, lorsqu'on produit une denrée, 75% est réservé au niveau national et 25% est exporté. En Afrique, c'est exactement l'inverse. 75% est exporté et c'est 25% qu'on trouve au niveau national. Mécaniquement, ça crée des surenchères et les produits qui sont produits chez nous coûtent trop cher. Parfait Songué, dernière question dans cette émission. Que faut-il faire dans ces conditions? Vous décrivez une situation quand même un peu catastrophique, mais pour ces États qui ont envie quand même d'aller de l'avant, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Dernière question. Il est fondamental que les populations réalisent qu'un État ne peut pas se gérer sans elles. Il existe des mouvements associatifs, il existe des ONG, je ne parle pas de celles qui sont inspirées de l'Occident. Et il existe des piliers au niveau national dans différents États. Il faudrait que les uns et les autres comprennent qu'on ne résout pas les problèmes avec les justificatifs et les accusations. On résout les problèmes en identifiant ces problèmes et en trouvant des stratégies, en proposant déjà, mais en trouvant des stratégies qui permettent de mettre la pression au gouvernement, de mettre la pression aux différentes institutions qui sont responsables du changement. Et il faut penser les solutions, il ne faut pas attendre que les solutions viennent d'en haut. Il faudrait que les populations en Afrique cessent de croire que le gouvernement peut les aider, mais c'est d'abord à elles d'aider le gouvernement à les aider, mais c'est surtout à elles d'impulser le changement, de mettre la pression jusqu'à ce que le changement s'impose. Merci Guy Parfait Songué. Nous sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes politologue et enseignant à l'université de Douala et vous avez été co-auteur de cet ouvrage paru aux éditions Aphrodite qui est intitulé Repenser le développement à partir de l'Afrique. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous laisse en compagnie des programmes d'Africa 24. À très bientôt.